À quoi va ressembler la présidence française de l'Union européenne? On en sait beaucoup plus ce soir avec de nombreux enjeux, beaucoup de dossiers évoqués par Emmanuel Macron pour les 6 prochains mois, en tout cas les 6 premiers de l'année 2022. Avec nous pour en parler, Sébastien Maillard. Bonsoir, directeur de l'Institut Jacques Delors. Avec nous également en direct de Bruxelles, notre correspondant Paul Germain. Bonsoir Paul, avant de vous donner la parole, on la donne d'abord au président français. S'il fallait résumer en une phrase l'objectif de cette présidence qui s'étendra du 1er janvier au 30 juin, je dirais que nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et c'est ça l'objectif que nous devons poursuivre. Voilà, ça c'était dès le début du discours. Paul, vous êtes à Bruxelles, on imagine qu'on a beaucoup suivi ce discours d'Emmanuel Macron. Comment l'a-t-on reçu, comment l'a-t-on perçu ? Eh bien, j'avoue que j'ai rencontré un commissaire européen et aussi plusieurs députés européens, et même ceux qui sont plutôt favorables à Emmanuel Macron m'expliquaient que, bon, il ne faut pas être naïf. Ce discours, cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre d'un agenda national à quelques mois de la présidence française. Et manifestement, pour Emmanuel Macron, c'est l'occasion d'occuper le terrain, de prendre de la hauteur en parlant d'Europe, et aussi d'envoyer un message du genre « si je suis capable de diriger l'Europe, eh bien je suis capable de diriger la France ». Cela dit, mes interlocuteurs, les députés européens que j'ai rencontrés disaient aussi qu'il ne faut pas faire le difficile. On a rarement rencontré un dirigeant européen aussi pro-Europe. Il faut rappeler d'ailleurs que le fameux plan de relance de 750 milliards qui va aider les pays en difficulté après la crise du Covid, eh bien, on le doit à Angela Merkel et Emmanuel Macron. Cela dit, certains pense que Emmanuel Macron a peut-être pris un risque aussi en parlant, en s'adressant aux Français, en parlant d'Europe, parce que les Français sont extrêmement eurosceptiques. Je pense que Sébastien Maillard vous expliquera ça encore mieux que moi, puisque la Fondation Delors vient de publier une étude qui prouve que les Français font partie des citoyens les plus défavorables à l'Union européenne. Je pense qu'il n'y a que les Grecs qui sont plus défavorables que les Français. Restez avec nous, Paul, on vous retrouve tout au long de ce grand live. Sébastien Maillard, je me tourne vers vous. Alors, on va rester un petit peu, puisque Paul nous lance sur ce sujet. Tout à l'heure, Richard Verlier en parlait aussi, sur la candidature ou non d'Emmanuel Macron. En tout cas, les accents y étaient. Vous avez retenu à ce sujet, d'ailleurs, une date, un sommet annoncé par Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il ? Oui, il est prévu donc pendant cette présidence française du Conseil de l'Union européenne que se tienne en France les 10-11 mars un sommet européen un peu extraordinaire des 27 chefs d'État et de gouvernement, donc les homologues d'Emmanuel Macron, sur ce qu'il appelle l'Europe 2030. Donc c'est pour un peu imaginer un nouveau modèle, il a dit, économique, de croissance pour construire l'Europe de demain à l'horizon 2030. Un sommet prospectif, et donc il se tient à un mois, presque jour pour jour, avant le premier tour. C'est sûr que les invités de ce sommet auront peut-être l'impression de venir un peu soutenir à ce stade, inévitablement, sans doute, candidat Macron. Donc effectivement, il faut voir si le président du Conseil européen, Charles Michel, est lui-même d'accord pour convoquer ce sommet, parce que c'est à lui de convoquer un tel sommet. Mais là, effectivement, c'est sans doute pour moi l'initiative la plus politique que prend le président de la République pendant cette présidence française. Ouais. Et c'est vrai que c'est tous les 13 ans la présidence tournante de l'Union européenne. La dernière fois, c'est donc il y a 13 ans pour la France. Vous dites ce soir que en fait, Emmanuel Macron aurait pu repousser cette présidence tournante ? C'est jamais facile, hein. Il faut se mettre d'accord avec un autre pays pour éventuellement intervertir. Ce qui s'est passé, c'est que après le référendum du Brexit et en juillet 2016, il y a eu une décision consensuelle des 27 pour revoir le calendrier, puisque le Royaume-Uni était en moins, donc tout le monde était décalé. Et puis il fallait ajouter la Croatie aussi, qui avait rejoint l'Union européenne. Et donc, lorsque Emmanuel Macron a été élu en 2017, il savait qu'il avait cette présidence française du Conseil. Il a été question avec Édouard Philippe ou pas peut-être de la repousser, mais lui a préféré bien sûr la maintenir. Alors, Paul en parlait, l'Institut Delors, le vôtre, excusez-moi, a présenté une étude récemment, un rapport. On va voir les deux chiffres. 56% des Français estiment l'Union européenne insuffisamment efficace. C'est plus d'un Français sur deux. Et vous le voyez, 36% des Français ont confiance dans les institutions. Seuls 36% des Français. La question est simple. Est-ce que ce n'est pas risqué pour Emmanuel Macron de s'afficher aussi pro-européen et de l'assumer ? Je pense effectivement que c'est son courage politique aussi. Il l'avait fait en 2017 dans à peu près des circonstances comparables en termes de sentiments européens.
Et c'est pour ça dire que dans sa présidence française, le mot appartenance est si mis en avant, puisqu'il sait bien que c'est l'occasion, lorsque la France tient les rênes du Conseil de l'Union européenne, peut-être de réconcilier les Français qui ont un rapport assez ambivalent avec l'Union européenne. Et c'est effectivement le rapport que nous avons publié avec Kantar et le Cevipof de Sciences Po pour montrer qu'on n'est pas des on n'a pas d'europhobie, on ne veut pas sortir de l'Union européenne, on ne veut pas quitter l'euro, on est au contraire très attaché. D'ailleurs, ceux qui ont voulu sortir de l'euro l'ont payé très cher à la dernière présidentielle. Il n'y aura pas, je pense, à cette présidentielle de candidats pour le Frexit comme il y en avait autant en 2017. Mais en revanche, on ne se reconnaît pas forcément dans cette union. Les Français ont toujours du mal à accepter l'élargissement qu'il y a eu en 2004, peut-être ont du mal avec la culture du compromis, ont du mal aussi peut-être avec ce qu'ils estiment une Europe trop libérale. Donc ça, c'est des raisons structurelles que nous mettons en avant de ce rapport qui a été coordonné aussi par Thierry Chopin, pour vraiment arriver à ce que les Français disent vraiment notre Europe. Et d'ailleurs, le président de la République, dans toute sa conférence de presse, peut-être il y a une expression qu'il a toujours utilisée, c'est notre Europe, pour vraiment qu'on ne soit pas l'Europe de Bruxelles, mais la nôtre, qu'on se l'approprie. Alors Sébastien Maillard, on va décliner après peut-être quelques thèmes abordés, et il y en a beaucoup par le président français. Paul, je me tourne vers vous, vous êtes à Bruxelles. On se demandait à quel moment et de quelle manière Emmanuel Macron allait aborder la crise migratoire, puisque là, pour le coup, c'est un sujet à la fois de politique intérieure et de politique communautaire, de politique européenne. Qu'avez-vous retenu à ce sujet de la part du président français? Il est question de réformer Schengen, il est question d'être maître de nos frontières notamment. Oui, mais réformer Schengen, ça veut dire quoi? Schengen, d'abord, c'est un espace qui permet aux Européens de circuler librement, de traverser les frontières intérieures de l'Union européenne. C'est donc la libre circulation des marchandises, des biens, des personnes au sein de l'Union européenne. C'est fondamental, bien sûr, pour l'Union européenne. C'est un principe. C'est aussi fondamental pour l'économie européenne. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des crises, notamment après 2015, avec la crise migratoire, ou aujourd'hui avec la crise du Covid, eh bien, il y a certains pays qui décident de fermer temporairement leurs frontières intérieures. Le problème, c'est que les fermetures temporaires durent parfois très longtemps. Et puis, certains pays qui ne décident pas de fermer officiellement leurs frontières instaurent des contrôles extrêmement drastiques, et ça revient un petit peu au même qu'une fermeture. Donc, il faut absolument rouvrir toutes ces frontières intérieures, et pour cela, il faut, dit Emmanuel Macron, protéger les frontières extérieures de l'Union européenne contre notamment l'afflux migratoire. Donc quand Emmanuel Macron parle de Schengen, il parle en fait de la question migratoire, et on sait que ce sera une question qui sera au centre de la présidence française de l'Union européenne. On sait aussi qu'elle sera au centre de la campagne présidentielle en France. 2/3 des sympathisants de droite en France veulent que cette question soit abordée lors de la campagne présidentielle. Sébastien Maillard, comment avez-vous trouvé Emmanuel Macron sur cette question à la fois de Schengen et des frontières extérieures de l'Europe? C'est intéressant qu'il a ouvert sa conférence de presse sur ce thème. C'était le premier développement qu'il a eu. La France aujourd'hui n'a plus forcément confiance dans ses partenaires, dans la manière dont les frontières extérieures, qui sont en fait nos frontières de fait, sont contrôlées. Donc la Commission la semaine prochaine doit mettre sur la table une réforme du code de frontières Schengen, et c'est effectivement ce projet qu'elle va tenter de porter. Mais il y a aussi le reste de la question migratoire ne se réduit pas à la question des frontières. Nous, à Jacques Delors, nous poussons aussi pour qu'il y ait une vraie reconnaissance du besoin de migration légale de travail. Il l'a évoqué, mais plutôt sur l'excellence, effectivement, les talents. Tout ça fait partie d'un pacte de l'asile et de migration qui est sur la table des Européens depuis septembre 2020, qui n'avance pas. La présidence portugaise, la présidence slovène n'a guère pu faire avancer. Ce sera difficile d'avancer à 27. Peut-être que sa visite à Budapest la semaine prochaine auprès de Viktor Orban pourra peut-être essayer d'arriver à dénouer quelque chose. Vous parliez, Sébastien Maillard, de la Slovénie, pardonnez-moi de vous couper. Il n'y a plus que 3 semaines pour les Slovènes à la tête de l'Union européenne. Alors là, on suit beaucoup parce que c'est un pays francophone, mais la Slovénie, on imagine qu'elle avait aussi donné sa feuille de route il y a maintenant un peu plus de 5 mois. Quel est le côté novateur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a frappé dans le discours d'Emmanuel Macron qu'on n'entendait pas forcément, on va dire, dans les semestres précédents? Là, c'est on va dire un grand État membre fondateur de l'Union européenne qui prend les rênes du Conseil. Donc, mais ce qui est peut-être nouveau et ce qui donne vraiment une touche particulière à cette présidence française, c'est toute sa dimension culturelle. Il a parlé d'appartenance, il a parlé d'histoire de l'Europe, d'une académie de l'Europe,
d'éducation, de culture. Et ça, c'est un élément assez nouveau, en tout cas par rapport aux autres présidences, et ce qui va sans doute lui donner une touche française particulière. Ouais. Paul, je me tourne vers vous pour parler de quoi? Eh bien, du couple franco-allemand. Difficile de parler Europe sans ce fameux couple franco-allemand, puisque désormais, il y a un nouveau chancelier, Olaf Scholz. Il y a aussi d'ailleurs une nouvelle ministre des Affaires étrangères qui a rencontré aujourd'hui son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Alors, j'ai écouté attentivement, dites-moi si je me trompe, Paul, il n'a pas prononcé le mot nucléaire, Emmanuel Macron. Il a parlé d'électricité et d'énergie. On imagine que c'est tout sauf un hasard? Oui, c'est probablement un hasard parce que la question nucléaire va diviser manifestement le couple franco-allemand. Vous savez que la France espère que l'Union européenne reconnaisse le nucléaire comme énergie verte, énergie propre, qui pourra donc profiter de subsides européens, des subsides du plan vert, alors que pour l'Allemagne, il est totalement exclu de développer encore l'énergie nucléaire. Sur tous les autres points, bien sûr, l'Allemagne et la France sont très proches. On voit que dans le programme d'Olaf Scholz, on parle d'une Europe qui doit être forte, d'accorder davantage de pouvoir à la Commission européenne, également au Parlement européen. Tout ça, ce sont des points sur lesquels Emmanuel Macron est d'accord. Il aurait pu les écrire en quelque sorte. Donc c'est sur la question du nucléaire, bien sûr, qu'il risque d'y avoir quelques couacs. Peut-être aussi sur la question budgétaire, puisque Emmanuel Macron voudrait assouplir certaines règles budgétaires relativement strictes et ne pas retourner à une certaine rigueur budgétaire. On verra comment se comporte et ce que pense Olaf Scholz de cette question. Merci beaucoup, Paul, en direct de Bruxelles, et merci à vous, Sébastien Maillard, pour votre décryptage. On aura l'occasion de revenir sur cette présidence française qui démarre donc le 1er janvier.